2003. Voilà, donc nous avons beaucoup de nos amis qui nous ont demandé de bien vouloir les excuser parce qu'ils sont pris ailleurs, notamment à des congrès intéressants et importants. Voilà, donc je vous demande aussi d'excuser Michel et Françoise. Michel avait bien l'intention de venir, Michel, donc, mais malheureusement il a eu un petit souci de santé tout à l'heure, et donc il ne pourra pas venir ce soir. Voilà. Mais ça faisait quand même 2 fois qu'il venait, donc il allait mieux. Alors, alors ce soir, donc, nous allons, à partir de la présentation que va faire Antoine de Crémier, nous allons parler donc de ce mouvement des Gilets jaunes et de ce qu'il signifie en France. Vous vous souvenez qu'il y a un mois, nous avions eu un biologiste, mathématicien, et qui nous avait parlé du troisième infini, hein, et de la structure trinitaire de la création. Donc ça avait été assez passionnant. Marc Guérinet-Marquet. Voilà. Et en décembre, ça sera l'ancien président du Centre Lévy-Guerre, donc le professeur Lévesque, donc Jean-Christophe Lévesque, qui viendra nous parler du Brexit, et on sera en pleine actualité, puisqu'il va y avoir les élections en Grande-Bretagne le 12 décembre, donc on sera le 16 décembre, lundi 16 décembre, donc il nous parlera du Brexit. Voilà. Donc, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer, alors pas ce soir, pas ici, mais en tout cas j'ai un spécimen des revues Le Bien Commun et Politique Magazine, donc ceux qui veulent les références peuvent venir les prendre sur les spécimens que j'ai posés sur la table, n'hésitez pas. Et puis Antoine participe à la nouvelle revue universelle et il pourra également vous donner les références. Je n'ai pas amené d'exemplaires, enfin ceux que ça intéresse pourront se procurer les coordonnées. Voilà, Antoine, je te laisse la parole. Alors, le titre que j'ai donné à mon intervention pourra surprendre un peu. Je vous ai mis les révélations des Gilets jaunes, 3 petits points. Le nouvel ordre du monde, totalitarisme libéral, totalitarisme de la dissolution et de l'inéluctable. Ça pourrait être un peu bizarre quand même. Et vous allez voir comment, en réalité, effectivement, dans les réactions qui se sont produites à l'égard des Gilets jaunes, se révèle cette forme nouvelle de totalitarisme que je vais essayer de développer. En introduction, une citation qui est pourtant ancienne, puisqu'elle est de Chesterton, qui est mort en 1936, qui était un écrivain anglais qui est surtout connu pour ses œuvres apologétiques en réalité. Mais un temps viendra, dit-il, où l'on allumera les bûchers pour y brûler ceux qui osent rappeler que 2 et 2 font 4. 36. David Goodhart, intellectuel anglais qui est fondateur du magazine d'idées Prospect et ancien du Financial Times, vient de publier un livre intitulé sur la nouvelle fracture mondiale, intitulé Les 2 clans, dans lequel il oppose les gens de partout, c'est-à-dire de nulle part, à l'aise dans le monde fluide où nous vivons, et les gens qui se sentent de quelque part, dont j'imagine que vous êtes. Mais, dit-il, la minorité des partout a imposé ses choix avec arrogance. Le dernier numéro du magazine littéraire, le numéro 22, affiche en première page Orwell, Huxley, pourquoi ils avaient raison, et développe 3 volets de notre actualité. Police de la pensée, contrôle social, manipulation du vivant. Dans son livre Tout va basculer, François Langlais annonce en 2019, 2 courbes vont se croiser, celle de la montée des populismes et celle de la crise financière et boursière. La situation est explosive. Nous basculons dans un autre monde et il examine les raisons de cette mutation pour montrer l'émergence d'un autre cycle politique et économique marqué, dit-il, par la fin du libéralisme et le retour de l'autoritarisme. Mais il se trompe. Il se trompe en opposant les 2 termes, libéralisme et autoritarisme. N'imaginant pas un seul instant ce qui nous menace réellement.
le libéralisme totalitaire. Ça semble être un oxymore, mais vous verrez, pas du tout. Sur les gilets jaunes, c'est un peu difficile, en quelques mots, quelques pages, de décrire ce que révèle le mouvement des gilets jaunes si on veut aller au-delà des apparences. Ce qui se dévoile en réalité dans cette révolte, c'est la réalité plus ou moins cachée jusque-là d'un nouvel ordre du monde et d'un totalitarisme sans camp de concentration, ni mirador, du moins pour l'instant. Ce nouveau totalitarisme qui s'exprime en novlangue proclame dans un même discours la dissolution de tous les idéaux, ce qu'on appelle le nihilisme postmoderne, et son caractère inéluctable sans cesse martelé auquel nous devons nous adapter. C'est un impératif. Vous avez remarqué que la plupart des hommes politiques, en général, nous expliquent que ce qu'ils font, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Et un homme politique qui vous dit « j'ai pas le choix », je me demande à quoi il sert. Il n'est pas question de procéder ici à l'analyse détaillée des revendications exprimées par les Gilets jaunes, dont le caractère hétérogène a été maintes fois souligné, le plus souvent pour mieux les ignorer et mépriser ce mouvement tout à fait original, très éloigné des conflits sociaux habituels, qui se cantonnent en général aux conditions de travail. Il s'agit ici de bien autre chose. C'est une révolte dont les causes multiples provoquent colères et souffrances et tiennent pour l'essentiel à des conditions de vie devenues insupportables. Et c'est bien la raison pour laquelle elle présente ce caractère bigarré et sans unité apparente. Mais je pense que sa force réside précisément dans cette absence, lui permettant d'échapper aux nombreuses tentatives de récupération destinées à l'intégrer dans le jeu classique des négociations et du dialogue républicain. C'est la révolte des oubliés de l'histoire, du peuple des périphéries dont chacun vient dire « j'existe ». Vous avez vu peut-être quelquefois sur certains panneaux, ponts d'autoroute, etc. « j'existe ». C'est leur slogan, et je trouve qu'il est parfait. Ce sont les victimes, jusque-là silencieuses, des bouleversements sciemment programmés depuis des années au nom du progrès. C'est non seulement le résultat extraordinaire de l'échec complet de l'aménagement du territoire, quand on sait ce qu'on a investi à partir des années 50 dans la Tata, c'est surtout la conséquence de tous les facteurs qui forment le socle de la grande société, annoncée comme celle du bonheur et de la paix entre les hommes. Et ce sont précisément ces facteurs qui transforment la société en un champ de ruines, dévoilant leur caractère corrosif et destructeur. Mondialisation, islamisation, fin des paysans, désindustrialisation, disparition des services publics et privés dans une très large partie du territoire, métropolisation, marché immobilier qui fonctionne comme une centrifugeuse, déserts médicaux, dictature de l'oligarchie financière, chômage massif, précarisation du travail de la vie, la liste est sans fin. Impossible d'être exhaustif. La contestation radicale des Gilets jaunes laisse d'ailleurs les professionnels, c'est amusant, du jeu politique, sidérés et pantois, assis sur le banc de touche, contemplant haineux et furieux la révolte d'un peuple qui refuse de s'adapter. Et le fossé s'élargit sans cesse entre ceux qui se soumettent aux règles de la nouvelle région du monde qu'ils ont établies et ceux qui les refusent. La lecture de l'innovation destructrice de Luc Ferry, là il dit des choses qui sont très vraies, je ne suis pas forcément un fanatique de Luc Ferry, peut nous aider à saisir la nature d'un système qui se dévoile comme révolution permanente et à mieux comprendre l'origine des résistances que soulève la tendance générale des sociétés modernes au changement perpétuel, à l'innovation permanente, non seulement dans la sphère économique, mais aussi dans tous les domaines de l'existence humaine, l'art, les mœurs, les valeurs, les vêtements, la culture, l'information, la technoscience, l'école, tout ce qui est dépassé ou démodé étant voué à l'obsolescence ou au musée. Le capitalisme, dit-il, nous voue de manière inéluctable à la logique perpétuelle de l'innovation pour l'innovation, et par là même à celle de la rupture avec toutes les formes d'héritage, de patrimoine et de tradition. Schumpeter écrivait « La machine capitaliste révolutionne en permanence et de l'intérieur la structure économique en détruisant continuellement ces éléments vieillis
et en créant continuellement des éléments neufs. Et ce processus de destruction créatrice constitue le donné fondamental du système. Cette logique de l'innovation pour l'innovation, dénuée de sens, crée sans cesse de l'insécurité, de la flexibilité pour tous, et nous soumet à l'obligation impérative de se livrer à tout moment à des stratégies d'adaptation à la concurrence mondiale. La destruction créatrice secoue le corps social en permanence. Plus la croissance est forte, plus le corps social est secoué. La destruction du corps social est proportionnelle à l'ampleur des vagues d'innovation. C'est une révolution permanente, angoissante, pour ceux qui sont attachés à leur petit espace de vie, à leur précaré, à leur coin de province ou à leur statut en voie d'extinction. Nous avons vécu, dit-il, depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire depuis les débuts du capitalisme moderne en Europe, une déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. La nouvelle question sociale, c'est bien l'écart considérable qui se crée entre les gagnants de la mondialisation et les surnuméraires, les inutiles qu'elle crée en permanence, organisant cette fameuse France périphérique, désormais majoritaire, de personnes abandonnées, longtemps résignées, qui se révoltent aujourd'hui. La primauté donnée aux raisons économiques et financières qui signent la disparition du politique se paye inévitablement de la mise hors jeu d'une proportion grandissante de la population. Il faut alors évaluer le seuil de tolérance à l'exclusion, sans cesse repoussé, dans une société tout entière soumise aux exigences de l'économie. La principale caractéristique de la révolte des Gilets jaunes, c'est de susciter de la part, entre guillemets, des élites, une haine et un mépris affirmés publiquement comme jamais depuis la révolte des Canuts en 1831 et 1834. Et ce, pour deux raisons principales. La première, c'est que les oligarques se sentent menacés. Tout leur échappe. Ils ont peur. Ils sont au bord de la panique et ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont donc d'autre choix que de poursuivre leur marche à l'abîme et de réagir par tous les moyens contre les contestations qui se développent un peu partout. Le système qui se voulait soft, anesthésiant ses patients à l'aide du sirop démocratique, se voit désormais contraint de se manifester de manière beaucoup plus violente. La révolte des Gilets jaunes les oblige à se dévoiler. Ils n'ont plus le choix. Ils sont proches d'une crise de nerfs qui pourrait bien s'achever en délirium très mince. Cette panique est confirmée par le dernier livre de Mathieu Laine, qui lance un appel désespéré, c'est le titre de son livre. Il faut sauver le monde libre. Mathieu Laine se qualifierait volontiers de libéral conservateur, ce qui pour moi est l'exemple même de l'oxymore. Et voilà ce qu'il nous dit. Alors qu'objectivement le monde va mieux, si vous ne vous rendez pas compte, vous êtes vraiment nul. Les ouvrages se multiplient, relayant l'idée du crépuscule de notre civilisation, condamnant pêle-mêle l'économie de marché, la faillite de la démocratie représentative, une mondialisation à 1000 lieues du doux commerce de Montesquieu, les frictions identitaires, le désengagement citoyen ou l'individualisation d'un monde obsédé par le matérialisme. Et il poursuit du lointain boulangisme qui rassemblait les bonapartistes, les monarchistes et les républicains, tous opposés à la Troisième République, aux 50 nuances de jaune des années Macron, d'Orban en Hongrie, au parti Vérité et Justice en Pologne, qui vient, vous savez, d'obtenir un succès considérable lors des dernières élections législatives, jusqu'au régime autoritaire, là on mélange tout, de Maduro au Venezuela et celui d'Erdogan en Turquie, en passant par l'alliance italienne entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue derrière Salvini, ou l'administration Trump, on pourrait rajouter maintenant Boris Johnson, le populisme ramasse, mixte, et fait son miel de la multitude des frustrations, des colères et des insatisfactions, comme on drague sans nuance le fond des océans. Il prend autant de visages que d'incarnations et communique contre la rationalité historique, contre les preuves statistiques, au rejet enflammé de tout ou partie des valeurs fondatrices du monde libre.
Matthieu-Laine accuse les contestataires, l'amalgame, de sombrer dans le racisme, l'antisémitisme, l'obscurantisme, foulant aux pieds les institutions, les votes, les élus et leurs mandats. La très grande puissance du monde libre, dit-il, réside dans sa capacité à changer de dirigeant par le vote et non par la force. Certains l'ont oublié. Cette radicalisation est une insulte à la raison, une mise en marge de la République et une menace profonde pour l'avenir de notre communauté humaine. Et dans un paragraphe intitulé, tenez-vous bien, « La convergence des brutes », il ajoute « L'époque n'a pas seulement redonné vie dans un concert mêlant comme jamais le vrai et le faux aux promesses les plus démagogiques, elle a aussi fait ressurgir les fantômes du passé. En France, le mouvement des Gilets jaunes, parti d'une jacquerie fiscale, a réveillé le serpent de mer de la lutte des places, des classes, des places et des crasses. Comme à la grande époque de la convergence des brutes, le jaune a fini par s'assombrir et ressusciter une sinistre Pandore, virant inexorablement au jaune rouge et au jaune brun. Vous voyez que la peur peut provoquer des manifestations vraiment délirantes. Mais une chose est certaine, comme le souligne dans son livre d'ailleurs Pierre Demeuse, Idées et doctrines de la contre-révolution, on peut se demander si la gigantesque machine à détruire les traditions n'est pas en train de se gripper. Prélude à une panne générale qui vient augmenter le niveau de panique de nos oligarques. La seconde raison, c'est une menace contre la République. Les Gilets jaunes ont commis le sacrilège de l'aise-république avec la mise en cause directe de l'oligarchie parlementaire. La République, c'est bien le primat donné à la représentation. Le représentant trouvant dans son élection la justification qui lui permet d'agir selon sa volonté propre, déguisée en volonté du peuple. La souveraineté parlementaire se substitue à la volonté populaire et la classe politique forme très vite une oligarchie qui défend ses intérêts propres. Ils sont bien placés pour le savoir. Et les Gilets jaunes, c'est la France de ceux qui ont compris que la République n'était pas démocratique et que le fossé entre eux et ceux qui prétendent les représenter était désormais infranchissable. C'est l'unique raison pour laquelle ils refusent absolument de passer par les canaux habituels de négociation que sont les partis politiques et les syndicats, relayés par les médias, qui à leur tour sont en posture d'accuser. D'où la demande persistante de référendum d'initiative populaire. Menace terrible pour l'oligarchie au pouvoir, qui depuis que les peuples refusent de voter ce qu'on leur dit de voter, se gardera bien de tomber dans le piège. Depuis toujours, la République est antidémocratique. Après s'être protégée d'un retour du roi et de l'aristocratie, il fallait écarter le danger du peuple et instaurer une démocratie représentative qui permettrait aux élus de parler au nom d'un peuple qu'ils méprisent. Nous ne sommes pas en démocratie. C'est un mensonge qui se dévoile grâce aux Gilets jaunes. Jean-Claude Juncker l'avait bien dit. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. La demande de démocratie directe est une menace mortelle. Ils feront tout pour la contrer. Et ils cherchent désespérément à gagner du temps et à répondre par une répression croissante et une violence qui ne fait que renforcer celle des Gilets jaunes. Les oligarques le savent. Ils commencent à paniquer et s'unissent tous sous la bannière de la défense de la République, c'est-à-dire de leur fromage. Et ils sont prêts à tout, en particulier à tous les mensonges, et nous enferment peu à peu dans un totalitarisme d'un genre nouveau, où le mensonge d'État s'institutionnalise, comme en témoigne la loi Avia, votée à une écrasante majorité, et la complicité de la majeure partie des républicains. Vous savez, la loi Avia, c'est la loi qui traque sur les réseaux sociaux les propos de la haine, mais la haine n'est jamais définie. Et l'aspect totalitaire, c'est qu'en plus, il vous est demandé à vous tous de dénoncer éventuellement les propos haineux dont vous pourriez être témoin. En fait, du côté des tenants du système, c'est bien le constat d'un effondrement sans solution de remplacement qui les panique, car ils ont créé l'irréversible.
On le voit bien, en particulier en matière financière, où toute tentative de revenir à des politiques raisonnables est immédiatement perçue par les marchés placés sous perfusion comme menace d'euthanasie du système, ce qui contraint les banques centrales à intensifier la perfusion, celle d'une création monétaire délirante qui nous conduit, ils le savent tous, à la catastrophe. Ils le savent. Dans un article récent du Figaro, Robert Privaton nous explique: la métropolisation du monde est inéluctable. Inéluctable. C'est-à-dire, je cite, la concentration des activités économiques et des opportunités de progression sociale et culturelle et culture partagée entre les habitants de ces espaces où la richesse est créée non plus par la production industrielle, mais par les services. Et, ajoute-t-il, il y a ceux qui ne veulent pas quitter ces territoires en déshérence, et la fracture va s'accentuer entre métropole et périphérie. Et les gilets jaunes n'ont rien compris, ils veulent rester chez eux. Les abrutis. Contre les gilets jaunes, la classe politico-médiatique se révèle dans sa haine du peuple, qui voudrait empêcher de mondialiser en rond. Je cite: des hordes de minus, des pillards, rongés par leur ressentiment comme des puces. France-Olivier Gisbert, Le Point, 13 décembre 2018. On commence par le référendum d'initiative populaire et on finit par l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais ce n'est pas les marges, ça, c'est le cœur du mouvement. Vous aurez reconnu la plume inimitable de Bernard-Henri Lévy sur Europe 1 le 18 février 2019. Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Jean-Claude Carrère, France Inter, 20 décembre 2018. Mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. Philippe Ball, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Luc Ferry, vieux barbon qu'ancien républicain que je citais tout à l'heure, s'énerve. Adolphe Thiers revient. Ils sont devenus fous. Ce que je ne comprends pas, dit-il, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois. On a la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Radio Classique, 7 janvier 2019. Si ce n'est pas un appel à la guerre civile, ça... Un meurtre. Cet intéressant florilège de propos haineux vient s'ajouter au mépris général exprimé par Emmanuel Macron qui n'aime personne sauf lui. Le mépris. En 2014, alors qu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron décrit les ouvriers de Gad comme illettrés. Même chose pour les Gaulois réfractaires au changement. Même chose encore pour ceux qui ont voté en faveur du Brexit. Pour Alain Minc, c'est la victoire de Downton Abbey sur les bobos, les créateurs d'entreprises et surtout les jeunes. Ce référendum, dit-il, n'est pas la victoire des peuples sur les élites, mais des gens peu éduqués sur les gens éduqués. La victoire du Brexit, ce serait donc celle d'un Royaume-Uni arriéré et poussiéreux sur sa frange dynamique et ouverte à la modernité. Emmanuel Macron ira même jusqu'à considérer qu'une mère de famille nombreuse ne peut pas être éduquée. De la même manière, en février 2017, il ironisait sur ces petits bourgeois, les immobiles, ces empêcheurs de consommer en rond qui s'opposaient aux ouvertures des magasins le dimanche parce que ce jour-là, on reste chez soi à manger la blanquette de veau en famille. Les dirigeants de la République se précipitent pour soutenir Macron, y compris ceux de la droite forte, comme Guillaume Pelletier. Défendre la justice et le mérite, dit-il, c'est un noble combat. Et l'anarchie, la violence et le désordre sont inadmissibles. Je m'oppose politiquement à M. Griveaux, mais ce soir, je suis à ses côtés. Je suis toujours du côté de l'ordre. Après l'intervention d'Édouard Philippe, Gérard Larcher, président du Sénat, et Bruno Retailleau, président du groupe des Républicains, ne tarissaient pas d'éloges. Et Renaud Muselier, ce grand crétin, n'hésitait pas à déclarer que Castaner faisait du bon boulot. La bourgeoisie catholique vote Macron. Elle s'est ralliée à l'ordre macronien contre les perturbateurs habillés en gilet jaune. Dans le meilleur des cas, celui de Charles Bailey,
libéral-conservateur. Encore un. Les catholiques font preuve d'un quiétisme ridicule qui vient conforter le système à l'aide des bons sentiments. Écoutez son raisonnement, parce qu'il est important. Il est tout à fait possible, dit-il, de ne pas être libéral au plan philosophique. Vous savez, il fait partie de ces gens qui distinguent toujours le libéralisme philosophique, le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. Ça n'a rien à voir, paraît-il. C'est-à-dire, on peut ne pas adhérer à la finalité ultime du libéralisme et de continuer de croire en l'existence d'une vérité transcendante, vouée à structurer le corps social, tout en n'étant pas favorable au libéralisme quant aux moyens qu'il promeut pour faire triompher cet idéal collectif. Refus de la contrainte au service de la vérité, reconnaissance de la liberté de conscience et d'expression de tous, y compris celle de ses adversaires, et définition d'un cadre juridique stable pour l'expression de l'opposition politique. Liberté de la presse, multipartisme. C'est même, dit-il, une démarche moralement supérieure, car elle croit en la force intrinsèque de la vérité, définie comme n'ayant pas besoin de levier externe pour triompher, conformément aux principes établis par la Déclaration Dignitatis Humanae du Concile Vatican II, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité. Qu'un catholique dise ça, il n'y a pas de formule plus bête. Pour ceux qui sont catholiques, nous appartenons à une religion, on sait bien que ce n'est pas vrai, que la vérité ne triomphe pas d'elle-même. Le Christ y est frotté, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, la vérité triomphe d'elle-même. Soyez le pédard, hein, vous pouvez consommer votre blanquette de veau, tout va très bien, madame la marquise. Cette espèce de quiétisme est absolument épouvantable. En évoquant, vous le savez, j'aime bien le faire, 1984, en relisant Orwell, je ne croyais pas si bien dire. La post-vérité a été désignée comme le mot de l'année 2016 par le très sérieux Oxford English Dictionary. Et la campagne présidentielle américaine, qui a conduit à l'élection de Donald Trump, puis la campagne référendaire britannique sur le Brexit, ont mis la notion au premier plan. Dans l'un et l'autre cas, certains discours, nous dit-on, ont paru s'affranchir de la contrainte des faits à un degré inédit. De là, le champ d'application s'est étendu pour qualifier de manière plus générale le style des discours des mouvements dits populistes. Toujours d'après ce dictionnaire, post-vérité est un mot qui fait référence, je cite, à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles qui sont réservés au mouvement populiste, bien sûr. Pour Philippe Reynaud, qui est professeur à Sciences Po, ces deux consultations qui ont débouché sur la défaite inattendue du Parti des Lumières marquent une nouvelle ère de la démocratie dans laquelle des politiciens cyniques et démagogues peuvent gagner en s'affranchissant délibérément de la vérité et plus précisément des faits avérés et aisément vérifiables pour s'appuyer sur des émotions primitives ou primaires. Que faire devant cette vérité? Le mieux et le plus simple ne serait-il pas d'instituer un ministère de la vérité? Lors de ses vœux à la presse le 3 janvier, Emmanuel Macron a annoncé son intention de légiférer pour combattre les fausses nouvelles diffusées sur Internet afin, dit-il, de protéger la démocratie. Il applique ainsi le programme de censure élaboré à l'occasion du forum de Davos en janvier 2017. Pour Davos, la démocratie est un risque qu'il faut endiguer. Le rapport Global Risk reprenait à son compte des accusations d'Hillary Clinton, justifiant sa défaite par des opérations de désinformation réalisées par la diffusion de fausses nouvelles, les fake news. Dans le projet présidentiel, il est envisagé de confier au juge le pouvoir de se prononcer sur la véracité des informations diffusées. C'est-à-dire que le juge aura le pouvoir de décider quelles informations les Français ont le droit de connaître. Et c'est ainsi que la disparition de la vérité débouche naturellement sur l'imposition par les pouvoirs publics d'une vérité officielle. Ils ne peuvent pas faire autrement. Au terme d'un long processus de dislocation et d'anéantissement, la vérité, vous le savez, se trouve reléguée au rang des mystifications régressives
qu'il importe de dénoncer. Ce ne sont plus des vérités multiples définies par un consensus provisoire, valable pour un groupe ou un individu, libre de choisir sa vérité. La seule erreur, c'est de croire qu'il existe une vérité. Mais l'abandon de la vérité accompagne nécessairement celle du bien, et par ricochet, celle du bien commun. Et la disparition de ces diversions nous fait entrer dans une nouvelle forme de totalitarisme. S'il n'y a plus de bien commun, vous avez bien compris, il n'y a plus de politique. Parce que si le politique ne se définit pas par la recherche du bien commun, il n'existe pas. Mais le problème naît de la nécessité de renoncer à toute unité normative, morale et religieuse dans une société, et en même temps confronté à l'impossibilité pratique de se passer de quelque chose qui ressemble à des échelles de valeurs communes. Le système n'a pas d'autre choix que la sacralisation du pluralisme qui réduit peu à peu le périmètre des points communs et pulvérise le lien social. La seule valeur est le pluralisme des valeurs. Et tout ce qui peut le menacer doit être combattu. Et cette nouvelle règle du jeu n'est pas contestable. Si vous refusez cela, vous êtes inévitablement adepte de vision totalitaire du monde. On inverse. Et c'est pourquoi, vous l'avez remarqué, par un étrange et brutal retournement, l'idée d'un bien commun a non seulement disparu, mais elle est combattue comme source de violence et fait l'objet partout où elle apparaît, même timidement, d'une traque impitoyable organisée par les défenseurs du bien. À cet égard, les nombreux chiens de garde du système sont là pour surveiller les déviants, espionner les conduites, y compris dans les sphères les plus intimes, c'est la police de la pensée, marteler dès le plus jeune âge les consignes nouvel ordre et formater les esprits pour que tous acceptent le nouveau cours des choses et en deviennent les agents et les propagandistes. C'est le contrôle social, pour traquer les pensées coupables. Et l'appareil d'État s'attache à effacer les repères historiques, géographiques, linguistiques, familiaux, par une contrainte administrative, judiciaire et policière, en multipliant surveillance numérique, sanctions et peines de prison. Autrement dit, alors que l'État montre en permanence son impuissance, il se reconvertit en instrument privilégié de la déstructuration de la société et de sa perte d'identité. Et c'était inévitable. Le nouveau libéralisme. Plus d'État et moins d'État. L'État a été le libérateur de l'individu. C'est l'État qui, à mesure qu'il a pris de la force, a affranchi l'individu des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l'absorber, famille, cité, corporation. L'individualisme a marché dans l'histoire du même pas que l'étatisme. Perdez l'habitude d'opposer individualisme et État. Cette phrase d'Émile Durkheim fait partie d'un texte bien connu et souvent cité. Et il ajoute « Les sociétés particulières tendent à absorber la personnalité de leurs membres. C'est pourquoi la fonction essentielle de l'État est de libérer les personnalités individuelles. C'est lui qui soustrait l'enfant à la dépendance patriarcale, à la tyrannie domestique. C'est lui qui a affranchi le citoyen des groupes féodaux, plus tard communaux. C'est lui qui a affranchi l'ouvrier et le patron de la tyrannie corporative. Pour la République et la philosophie des Lumières, le type d'individu auquel est accordée une certaine valeur, c'est le citoyen, mais le citoyen en tant qu'il s'arrache à ses intérêts particuliers. L'État ne connaît pas les corps intermédiaires, qui sont une dénaturation de la volonté générale. La République, vous le savez, est une et indivisible, et le pluralisme équivaut à la division. L'État, incarnation de libéralisme, de l'universalisme, a libéré l'individu des chaînes de sa dépendance, mais en échange, il a réduit la société en poussière. L'individualisme français s'est développé grâce à la protection de l'État. Mais si, conformément au postulat libéral, il est impossible aux hommes de s'accorder sur la moindre définition commune du bien, chaque individu étant réputé autonome et donc libre d'agir en fonction de sa propre conception en la matière, il en résulte deux conséquences majeures. La première, vous savez, c'est que l'État doit être neutre.
détaché de toute idée du bien, inévitablement fondé sur des points de vue moraux, philosophiques ou religieux, réputés subjectifs et arbitraires. En conséquence, et pour assurer la paix sociale, toutes les questions de cet ordre sont renvoyées, cantonnées au fort interne. Pensez ce que vous voulez, mais ne le dites pas. La seconde est de savoir comment éviter la dislocation de la société et les risques de guerre civile si plus rien n'est commun. Si la liberté n'est plus conçue que de manière négative, ne pas être empêché de, chacun étant libre de vivre comme il l'entend. Et si un acte n'est plus voulu parce que bon, mais bon parce que voulu, c'est toute l'inversion, la disparition du bien commun détermine alors la pente naturelle de la gouvernance libérale, celle d'une régularisation de tous les comportements possibles et imaginables. Heureusement, nous dit-on, le marché est en passe de réussir là où ont échoué les grands empires et les religions fondatrices. Il en prend le relais pour fusionner enfin l'ensemble des êtres humains dans une communauté globale. Voilà ce qu'on nous martèle depuis 50 ans, qui sert de soubassement à tous les discours des élites globalisées, qui n'ont cesse de proclamer que les affaires rendent le monde meilleur et contribuent à la paix, à la démocratie et à la prospérité. Il apparaît comme l'unique moyen de restaurer un semblant de lien social dans un ensemble atomisé où, selon Milton Friedman, le marché est la seule institution qui permette de réunir des millions d'hommes sans qu'ils aient besoin de s'aimer ni même de se parler. Quel progrès! Le marché autorégulé et la libre concurrence sont érigés en loi quasi divine, projetant une vision du monde prise dans la fatalité. J'y reviens. Nous assistons ainsi, c'est quand même extraordinaire, au grand retour de l'antique fatalité, idéologie de la résignation et de l'impuissance, la mondialisation devenant l'autre nom du destin, sens irréversible de l'histoire. Ce que l'on nomme mondialisation, c'est l'extension du mode de production capitaliste à la totalité du globe terrestre et à l'universalité du genre humain. Et elle constitue désormais le milieu, la forme des relations humaines. Et sa condition stratégique, c'est l'élimination de toutes les résistances au mouvement de la production pour la production, qui est production de la consommation. Elle suppose la défaite historique, sans précédent, de tous les mouvements antisystémiques. Elle s'y attache. Elle s'accompagne d'une insécurité croissante, de la perte du sens du bien commun. Elle fait apparaître des violences liées au processus d'exclusion intérieure d'une partie de la population, avec installation d'un monde d'individus surnuméraires et inutiles. J'en viens à l'évolution du libéralisme. Si Karl Marx, on va voir le parallèle entre le communisme et le marxisme, si Karl Marx pensait que le capitalisme s'acheminait nécessairement vers son autodestruction, Lénine considérait quant à lui qu'aucun déterminisme ne conduisait mécaniquement à la révolution. Donc, disait-il, la rupture doit être forcée. Il faut organiser méthodiquement le processus révolutionnaire et la destruction de la société capitaliste. Mais, disait-il, les ouvriers, pour lesquels il avait un mépris extraordinaire, sont incapables d'aller au-delà d'une conscience tribunioniste, c'est-à-dire, dans le langage de Lénine, réduite à la défense de leurs petits intérêts. D'où la nécessité d'organiser l'avant-garde du prolétariat, celle des révolutionnaires professionnels, qui dirigera le Parti communiste et sera chargé de faire la révolution. Ou moi, Lénine. Dans son livre, si vous voulez, une merveilleuse définition du Führerprinzip, vous lisez le livre de Lénine écrit en 1902, Que faire, et c'est absolument extraordinaire, la manière dont il explique que c'est lui qui doit diriger. Et bien pour le libéralisme, c'était la même chose. Le libéralisme a échoué en raison d'une confiance excessive accordée au laisser-faire. Résultat, la crise de 29 et ses conséquences. Les libéraux dépriment après la crise de 29. Ils disent « Merde, on s'est planté ». En 1938, dans la Revue de Paris, Louis Rouget déplore que les partisans du libéralisme apparaissent comme de don quichotesques paladins attardés à défendre une cause perdue.
le libéralisme serait représenter une catégorie définitivement réfutée par l'histoire. Mais ces adeptes ne désarment pas. Ils s'organisent et ils réfléchissent aux conditions d'un revival libéral. Et en 1938, lors du colloque Walker-Lippmann, plusieurs économistes, Mises, Hayek, Roth et d'autres, établissent les bases du renouveau qui sont reprises en 1947 avec la fondation du Mont Pèlerin qui prendra le relais. Quelle est l'idée fondamentale qu'ils défendent? C'est que l'homme a créé lui-même un environnement auquel il n'est pas adapté. Et cet environnement, c'est la grande société, résultat de la mondialisation. L'homme n'est pas adapté. Et son adaptation ne se fera pas naturellement, mécaniquement, comme le croit une certaine forme de darwinisme social. Et donc, le libéralisme nouveau dans ses nouvelles moutures est un étatisme d'un genre nouveau, où l'État devient le garde-chiourme du marché et doit absolument organiser l'adaptation, notre adaptation au changement. C'est une pédagogie du changement, une gestion de l'adaptation. Paradoxe apparent. Avec le libéralisme nouvelle manière, l'État renonce à ses fonctions régaliennes et semble se dissoudre. Mais dans un même mouvement, il se renforce comme auxiliaire du marché. C'est une nouvelle logique qui préside à l'action publique. En ce sens, l'opposition classique entre libéralisme et étatisme ne résiste pas à l'observation. Le néolibéralisme est un étatisme d'un genre nouveau, c'est le gouvernement par le marché. De là découle, on revient au gilet jaune, le fait que la résistance au changement ne peut être que le fruit que de l'ignorance, manifestation d'intérêts corporatistes, vestige de mentalités archaïques, et bientôt, sans doute, de maladies psychiatriques. Notons au passage que cette politique se présente comme politique du changement, de réforme, d'innovation, de rupture, et même de révolution, arrachant ainsi à la gauche l'imaginaire du changement et du progrès. Macron a très bien joué là-dessus. Et la construction du marché intègre le renforcement du contrôle social par une normalisation et une répression accrue des populations réfractaires. La délibération politique doit alors se borner à réformer l'ordre social, je dis bien l'ordre social, afin de l'adapter au nouvel environnement de l'espèce humaine, lui-même défini par le mode de production capitaliste. Elle est fondée sur le postulat général d'une déficience anthropologique, selon laquelle les anciennes dispositions dont l'espèce humaine a hérité sont jugées en retard, inadaptées par rapport à ce qu'exige la grande société et l'économie de marché. C'est l'ordre social qui doit être réformé. Évoluer dans un monde qui change, s'adapter à un environnement qui est en mutation permanente, c'est le discours habituel. D'où viennent ces métaphores biologiques qui imprègnent le discours dominant et qui nécessitent l'adaptation des individus à ce nouvel environnement? La pensée néolibérale est inspirée d'un évolutionnisme hérité de Darwin qui promet une lecture téléologique, c'est-à-dire un sens précis de l'évolution. L'espèce humaine s'oriente vers une société chaque jour plus développée, dans laquelle la division du travail est sans arrêt plus poussée, au prix d'une concurrence brutale qui s'avère fatale pour les individus les plus faibles, condamnés à disparaître dans un processus qui va permettre la survie des plus aptes. Il faut donc orienter les masses dans la bonne direction, dans la direction de l'évolution, direction qu'elles ne peuvent percevoir parce qu'elles sont marquées par des stéréotypes. Je suis sûr que vous êtes marqués par des tas de stéréotypes, c'est-à-dire des productions de leur esprit qui les empêchent de percevoir le réel qui évolue à une vitesse considérable. Elles, vous êtes donc toujours en retard sur ce qui arrive, puisque vous êtes enfermés dans des stases, arrêt, stagnation, interruption de la circulation d'un liquide organique, englués dans la stabilité. Il faut donc les réorienter dans la bonne direction, grâce à des techniques de fabrication du consentement.
J'en viens à ma société totalitaire. Il faut donc transformer les masses en les éduquant et en utilisant les techniques liées au sens social. Au-delà de la simple analyse de l'économie, les niveaux libéraux ont un projet social global, avec un projet spécifique dédié à l'éducation. Pour eux, l'éducation ne vise pas à favoriser l'esprit critique. Bien au contraire, elle est la pièce maîtresse de la fabrique du consentement, puisqu'elle doit inculquer des notions cruciales comme l'adaptabilité, l'employabilité et les compétences liées à la mobilité et à la flexibilité. Et l'État prétend chaque jour éduquer et rééduquer les Français en permanence. C'est ainsi que parmi les dernières annonces du gouvernement figure, vous le savez, l'annonce de la création d'une commission des 1000 premiers jours de l'enfant, de la grossesse à l'âge de 2 ans de votre enfant. La commission va se pencher sur la manière de vous accompagner durant ces 1000 jours et de vous apprendre à être parent. Merde alors, le PRU n'est pas mort. Monsieur Blanquer veut que l'école soit à l'avant-poste, l'avant-garde, de la transition écologique. 250 000 éco-délégués seront désignés pour mettre en place dans toutes les classes des actions écologiques au quotidien et seront force de proposition pour mobiliser leurs camarades. On se croirait vraiment en Roumanie. Et ces nouveaux apparatchiks, vous faites attention, mettront sur surveillance morale tous les élèves et les professeurs des établissements scolaires qui ne pourront pas s'y opposer. À partir de 2020, une politique de mémoire sera mise en place pour l'éducation nationale, intitulée « Politique de mémoire contre la haine et les préjugés ». Comment, s'il vous plaît? Comment? J'ai pas. Politique de mémoire contre la haine et les préjugés. Et dont le but, clairement défini, est de détruire les conditions mentales d'éventuelles dissidences. Emmanuel Macron représente l'aboutissement de cette pensée néolibérale. Et son vocabulaire, ses propositions en sont la parfaite expression. Le cap vers lequel on doit aller. La fin n'est pas discutable. Un monde ouvert en accélération constante. Il faut faire la pédagogie des réformes qui sont mal comprises par le peuple. Et le problème, comment éviter l'opposition entre flux, ceux qui bougent, et stase, vous qui ne bougez pas. Ouverture et clôture, et du côté des masses, la montée du nationalisme, des fascismes, de toutes les formes de repli qui cherchent, contre le sens de l'évolution, à restaurer les stases et à renforcer les clôtures, alors que, inéluctable, le sens de l'évolution impose de choisir entre l'élimination des plus faibles ou leur ajustement contraint. Si le libéralisme classique s'est avéré incapable de produire une accélération de ces adaptations, le nouveau libéralisme postule un déficit fondamental de l'être humain, incapable d'arbitrer rationnellement ses choix et qui reste prisonnier de conceptions datées. Aujourd'hui, le nouveau monde de Macron suit exactement cette idée. Il cherche à désigner le pays réel comme la France des inadaptés, incapable de comprendre le bien fondé des réformes. Les dirigeants politiques ont pour tâche essentielle de travailler à la fabrique du consentement pour adopter les masses et les conduire à accepter les règles communes. Et ce, par tous les moyens, y compris, je vous l'ai dit, par la création du ministère de la vérité. Et ceux qui doivent appliquer l'agenda des réformes, ce sont les leaders. Macron, les ONG, les organisations mondialisantes ou transnationales, comme l'Union européenne, la trilatérale, le siècle, le club de Davos, etc. Et cette fabrique du consentement organisée par l'État doit s'imposer contre les peuples réfractaires, encore attachés à leurs ridicules traditions. Deux grandes visions du monde contemporain s'opposent. Le monde libéral d'un côté, exaltant l'individu et son émancipation, et le monde de la tradition, exaltant la communauté et l'enracinement. Et désormais, pour accomplir la grande révolution, et comme le souligne le dernier numéro du magazine littéraire évoqué en préambule,
les trois fondamentaux du totalitarisme libéral liés entre eux ne peuvent que se renforcer. Police de la pensée, contrôle social, manipulation divine. Est-ce que certains d'entre vous donc, veulent réagir un petit peu à chaud à cette présentation? Alors, vous vous souvenez, pour ceux qui avaient assisté à l'exposé que tu avais fait, Nadia, sur la fabrique du consentement, on retrouve énormément de ce que tu avais présenté il y a à peu près un an. Hein. C'était à l'automne 2018. Une petite remarque simplement. Vous avez dit en tout début de conférence que les camps de concentration n'existaient pas. C'est faux. Il y en a beaucoup aux États-Unis depuis plus de 10 ans et il y en a un en France. Vous pouvez aller sur Internet, il s'appelle FEMA. Et le lieu reste soi-disant secret pour l'instant. On donne 5 départements où il se trouverait. C'est pas très difficile de deviner où il est. Et il est construit. Il y a une piste d'atterrissage, il y a des rails, il y a un laboratoire de recherche. Ils ont lancé un appel d'offres. Et plus inquiétant, il y a 1400 guillotines qui sont livrées. Et on a su par une fuite une dame qui a fait du stop. C'est un camion qui l'a prise. Et le gars, quand il s'est arrêté, je ne sais plus si c'est pour faire de l'essence ou manger quelque chose, bref, un petit besoin naturel, il lui a dit: vous voulez savoir ce que je transporte? Il a ouvert les portes, il a dit: c'est des guillotines, j'en ai 2400 à livrer. 2400. Bon. Voilà, vous pouvez vérifier. Alors, aux États-Unis, alors il y a les cercueils, on voit très bien. Moi, depuis 10 ans, j'ai regardé déjà il y a 10 ans. On voyait, mais on ne savait pas très bien. On voyait les fils barbelés, on voyait les cercueils en plastique vert, où on met 3 personnes à la fois. Mais c'est tout ce qu'on voyait. De toute façon, j'ai bien dit, vous l'avez compris, que si on ne les avait pas encore, c'est parce que ça heurterait encore trop les sensibilités démocratiques, émotionnelles, etc. Mais ils travaillent plus subtilement à la fabrique du consentement, de manière psychologique. Vous savez, le matraquage, que vous avez regardé un truc très simple sur le mariage pour tous. Vous n'avez plus aujourd'hui un feuilleton à la télévision où il n'y a pas toujours un couple d'homosexuels qui sont bien entendu les gentils du film, les hétéros étant les méchants. Et on matraque ça, donc on habitue les gens. Et pour dire CMA, GPA. GPA, on l'aura, la GPA, c'est évident. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un débat entre Luc Ferry et Cohn-Bendit, qui sont copains comme cochons en fait. Hein. Et Luc Ferry disait très justement: mais la GPA, vous l'aurez, bien sûr. C'est inévitable. Comment refuser ça alors qu'on l'accepte pour un couple de lesbiennes et un couple d'homosexuels masculins n'aurait pas le droit d'en bénéficier. Mais qui est l'instigateur de tout ça? Au nom de l'égalité, ils l'auront. Qui est l'instigateur de tout ça? Parce que Attends, simplement, il y avait... Tu voulais intervenir, oui? Oui, donc vous parliez des inadaptés de la nouvelle société. Et j'avais lu une fois, je ne sais plus où, un article sur Internet qui disait que l'élite mondiale, finalement, ça l'arrangerait bien que la population du monde tombe à 500 millions, il n'y aurait plus de problème. C'est possible, de toute façon, une chose est certaine, à Davos, il y a... Non, ce n'est pas Davos, c'était l'hôtel Fairmont aux États-Unis. Une réunion genre Davos, c'était en 1995. Il y a une femme qui fait un discours en disant: mais de toute façon, nous savons bien que l'économie mondiale peut tourner avec 40% des actifs. Alors évidemment, question immédiate de quelqu'un dit: oui, mais alors les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Les surnuméraires, ceux qui ne servent à rien. Ah, eh bien, il faut les distraire, mais il faut les nourrir.
Alors ils avaient inventé un néologisme américain, entertainment, distraction, et titre le sain. Il faut les nourrir. D'où l'idée d'ailleurs, vous savez, du revenu universel. Il ne faut pas croire que c'est pour des questions de générosité, c'est pour éviter que les gens se révoltent. Il en faut au minimum. Ça vient d'ailleurs de la Silicon Valley. Hein, ils sont tous d'accord là-dessus. Voilà. Autre question, Damien? J'ai du mal à croire qu'il y ait d'un côté les pays démocratiques et de l'autre côté les pays non démocratiques. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas manichéen, qui est progressif. On peut très bien trouver une dictature qui est plus démocratique qu'une république, par exemple. Et du coup, effectivement, Macron, quelque part, il a raison en disant « moi, j'ai été élu ». Effectivement, lui, il a été élu. Mais qu'est-ce qui fait que les Gilets jaunes, bien qu'ils aient... Parce qu'ils n'ont pas le droit, quelque part, de se révolter contre Macron, qui a été élu démocratiquement. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont quand même envie de se révolter? Parce qu'en fait, c'est un défaut de démocratie. C'est pas parce qu'on a été élu que forcément cette démocratie à 100%, ça n'existe pas. Et ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que notre démocratie est très très loin d'être parfaite, et plus mauvaise que dans d'autres pays, comme par exemple la Suisse, a régressé dans le temps. J'ai le sentiment que ces 20 dernières années, on est moins en démocratie en France qu'il y a une vingtaine d'années. Alors ce serait peut-être intéressant d'aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait que la démocratie régresse? Qu'est-ce qui fait que la démocratie dans notre pays est moins bonne que dans d'autres pays? On peut voir, je pense qu'il y a deux éléments, mais il y en a certainement d'autres. La première chose, c'est le fait qu'il y a un manque de pluralité dans les médias, qui fait qu'en fait les dés sont faussés. Donc d'accord, il a été élu, mais il a été élu avec des dés faussés. Et puis après, il y a le problème, c'est qu'une fois que les politiques sont au pouvoir, généralement ils s'assoient sur leur programme, ou éventuellement ils font des alliances de couloir avec un tel et ci. Et ces deux aspects-là, je pense pour les contrer, il faudrait plus de pluralité dans les médias, parce que maintenant les constitutions étaient écrites à un temps où les médias étaient quasiment réduits à presque rien. Moi, en 1789, les médias, c'était quand même pas très développé. Du coup, il faudrait plus de pluralité, d'une part, et d'autre part, le fameux référendum, justement, qui contrerait les politiques qui font qu'à leur tête. Mais vous savez, si on prend la peine de discuter en tête à tête, allez, 10 minutes, avec n'importe qui, personne ne croit que nous soyons en démocratie. Personne. J'en ai fait l'expérience, je racontais ça. Oui, je fais des conférences quelquefois en milieu rural, en l'occurrence à Beaumont-de-Pertuis. Beaumont-de-Pertuis, commune viticole du Luberon, etc. Alors le public est intéressant parce qu'en général, il y a le maire, il y a le curé, il y a des gens, des cadres et des employés de Cadarache, des viticulteurs, des commerçants du coin, c'est vraiment très varié. Et un jour, celui qui organise ça me dit « Tu ne ferais pas une conférence sur la démocratie ?» Je lui dis « Si, mais bon, on va voir comment ça passe. Hein. » Alors il me dit « Tu peux y aller. » Et l'usage dans ces conférences, c'est que les gens après se réunissent en table ronde, posaient des questions à l'intervenant. Alors je leur avais dit « Écoutez, vous me poserez les questions que vous voulez, mais je vous en suggère 3. Qu'est-ce que la démocratie? Sommes-nous en démocratie? La République est-elle démocratique? » Et bien, ma grande surprise, aux 2 dernières questions, unanimité pour dire non. Unanimité. Personne ne croit que nous soyons en démocratie. Mais la démocratie bénéficie du fait que personne ne présente, en l'état des choses, même si intellectuellement on peut en avoir, de solutions autres crédibles. Donc on se résigne. C'est la résignation démocratique. Mais ils se rendent bien compte qu'on se fout d'eux. Posez-leur la question toute simple. Est-ce qu'au moment où on a créé les grandes régions, on vous a consulté? Est-ce que, moi qui habite Aix-en-Provence, est-ce qu'on nous a consulté au moment où on nous a mis sur la dépendance de la métropole de Marseille? C'est l'État qui a décidé. 48 communes sur 50 étaient contre. Non, c'est l'État qui l'a imposé. Nous ne sommes pas en régime démocratique, quelles que soient les faiblesses du système éventuel, etc. Mais c'est une vaste fumisterie. Je pense d'ailleurs qu'elle n'a jamais existé. Et surtout pas chez les Grecs à l'époque de Périclès. Enfin, bon. Yves, tu voulais poser une question? Oui, bon, d'abord, je vous remercie pour la conférence qui a été précise et travaillée comme d'habitude. En fait, je vous dis, est-ce que la révolte des Gilets jaunes, c'est un peu quand même... c'est loin de tout ça quand même, c'est plutôt une révolte simplement, bon, il y a les gens qui ont fait ils travaillent plus, voire, enfin autant voire plus, et qu'il leur reste quasiment plus rien à la fin du mois.
c'est plutôt terre à terre. Alors, c'est respectable en soi. Hein. Bon, quand on n'a pas d'argent, on essaie d'en avoir plus. Enfin, on essaie d'avoir ce qui est le minimum. Mais est-ce que c'est pas simplement ça, la révolte des Gilets jaunes? Plus que, et que c'est pas réfléchi contre l'ordre mondial libéral? Non, il veut... Est-ce que la révolte des Gilets jaunes n'est pas plus terre à terre, revendication de dignité, d'existence, mais d'existence, voilà. Je veux être capable de vivre par moi-même sans être forcément... Bien sûr que si. C'est pour ça que leur meilleur slogan, c'est « J'existe ». J'existe. Or, ils se sentent complètement niés, rejetés. Il faut voir dans quelles conditions certains d'entre eux vivent. Hein. Oui, monsieur. Moi, par rapport à la révolte des Gilets jaunes, tout à l'heure vous parliez, vous disiez qu'ils ne voulaient pas se revendiquer des partis politiques ni des syndicats, que c'était le RIC, mais j'ai l'impression que ça s'est étendu après à des revendications individuelles qui sont liées au pouvoir d'achat, qui sont liées à beaucoup de choses, à la mondialisation, comment aujourd'hui on a pu apporter une réponse par rapport à ça? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, ou vous pensez qu'il y a une grande frustration qui existe encore et qu'on va véritablement, à un moment donné, aller vers, entre guillemets, une révolution? Alors, je pense qu'il y a une grande frustration qui va être grandissante, parce que je crois avoir essayé de démontrer qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils n'ont pas le choix, nos oligarques. Alors, de temps en temps, on lâche un petit truc, on lâche 3 francs 6 sous, qu'on ne paye jamais, voilà. Ils ne peuvent pas. Et la raison pour laquelle, c'est ce que je disais, ils paniquent à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que partout, il y a des révoltes qui éclatent contre les oligarchies. Dans tous les sens. On a vu l'agrégation de revendications énormes sur les ronds-points, des gens qui réclamaient des choses, des fois qui étaient... Alors, chacun défendait des idées individualistes et ils extériorisaient véritablement... Ils jouent sur 2 choses. Le pourrissement, ils vont bien finir par s'épuiser quand même, à force de... etc. Et deuxièmement, la violence organisée avec les Black Blocs, que l'État utilise de manière extraordinaire, de façon à ce qu'immédiatement, les bons bourgeois versaillais disent « Ah, le désordre, quelle horreur, etc. » Vous voulez dire qu'entre guillemets, ce sera instrumentalisé? Oui, c'est évident. Bien sûr. Mais bien sûr. Ça aurait été Et depuis longtemps, la revendication le 1922 à Vienne, vous avez déjà prévu l'immigration. Je me souviens un truc très amusant. J'étais avec des Gilets jaunes à un barrage, des barrages à l'autoroute. Arrive en 4x4, dame, etc., furieuse d'être arrêtée. Au bout de 5 minutes, il les laissait passer, hein, absolument furieuse. Il dit, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir, j'ai le bras long, exactement ce qu'il fallait dire, et puis c'est mon anniversaire. Alors elle, ils l'ont retenu pendant 6 heures, et tous les quarts d'heure, ils chantaient « Bon anniversaire !» Mais c'était bon enfant, quoi, je veux dire. Alors que vraiment, elle méritait qu'on lui arrange sa voiture. Mais bon. En tout cas, merci pour votre conférence. Vous avez ouvert aussi le débat sur beaucoup de choses, sur la mondialisation, le totalitarisme, sur le populisme. Ah, parce que ça a créé beaucoup de... Vous avez raison, de toute façon j'enverrai mon texte. Et parce que pour moi tout est lié. Bien sûr. Bien sûr. Tout est lié. Bien sûr. Oui, vous vouliez intervenir? Oui. Un programme. Moi, je voulais simplement faire une petite remarque qui tient au fait que je suis né en 1938, que j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 66 ans dans la même société, Merlin-Gerin puis Schneider après, et que j'ai pas peur de le dire, que j'ai fait facilement 10 heures par jour. Or, quand j'entends les gens qui se plaignent qu'ils ont des fins de mois difficiles, il ne faut quand même pas qu'ils oublient que quand certains partis leur ont dit « maintenant on va travailler moins et vous allez vivre mieux »,
Personne n'a rouspété. Or, il faut quand même bien avouer qu'un pays où les gens travaillent de moins en moins, je ne veux pas faire des amis, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, Monsieur, vous savez, ma mère, par exemple, a travaillé chez Valisère. Elle est décédée l'année dernière à 98 ans. Chez Valisère, il faisait 50 heures par semaine. Elle n'est pas morte, comme pourrait le dire le responsable de la CGT. Oui, mais les gens vont mourir. Non. Elle est morte à 98 ans et elle faisait 50 heures par semaine. Et j'ai des documents de gens qui sont partis à la retraite, une ancienne responsable CGT de chez Valisère, qui valorisait la société. Elle faisait 50 heures par semaine et elle disait qu'est-ce que les patrons sont gentils, qu'est-ce que... Bon, voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais il faut faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas vivre en se la coulant douce. C'est pas possible. Vous voyez, un petit exemple. Je voudrais simplement citer un exemple, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, on critique, on... Bon. Moi, j'ai de la famille aux États-Unis, à Miami, qui est une ville avec 50 à 60% d'immigrés. Cubains, la mairie est tenue par des Cubains, d'ailleurs, et ainsi de suite. J'ai une cousine colombienne qui s'est mariée avec mon cousin, qui est français d'origine. Cette année, elle a passé un examen pour obtenir des diplômes universitaires. Et elle m'a dit, viens à ma remise de diplôme. J'y suis allé. Elle a 62 ans. Et elle est photographiée avec la tenue, comme ils ont dans les universités, avec le chapeau, avec le drapeau américain. Et elle me dit, tu vois, maintenant que j'ai ce diplôme, je vais pouvoir améliorer mon avenir. C'est-à-dire qu'elle pense qu'à bosser, et elle ne se plaint pas, elle est heureuse comme tout. Ce sont des gens, moi j'ai mon cousin, il a 3 boulots en permanence. Mais, non, mais voilà, donc... on a compris, mais pour avoir rencontré des Gilets jaunes, et notamment à Grenoble, dans l'agglomération, à aucun moment il y avait une revendication de loisir ou de demande de travailler moins. Ce que les gens réclamaient tous, c'était au contraire de pouvoir vivre honnêtement avec de leur boulot. Il faut qu'ils demandent au gouvernement. C'est pas du tout une revendication de leur parle, ils veulent pas. Écoutez. Non mais est-ce que vous avez compris ma... Oui, j'ai compris. Sauf que on nous fait voir à la télé des reportages. Ça c'est autre chose. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler le dimanche, par exemple. Bah oui, heureusement qu'ils ne veulent pas travailler le dimanche. Attendez, le jour du Seigneur. Vous aviez une question. Monsieur, le travail du dimanche, c'est autre chose. Moi, je suis contre. Vous allez aux États-Unis, les magasins. Mais on n'a pas forcément envie de devenir américain, on n'a pas forcément envie de ressembler aux Américains. Bon, attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Pour revenir aux Gilets jaunes, moi je suis étonné par le fait que ce soit circonscrit à la France. Il y a eu quelques tentatives d'élargir le cercle, ça a démarré, ça a bien démarré, mais ça a ensuite été réglé très rapidement. Alors pourquoi ce phénomène serait-il strictement franco-français? Bonne question. Merci. Non, mais on va réfléchir pour savoir Attends, si j'ai une oublies réponse. certaines choses. Il est très expert en la matière. Je suis gilet jaune depuis 1 an. Tous les jours, le matin, je fabrique les pancartes d'information, je les porte là-bas, je passe 1 heure ou 1 heure et demie tous les jours, et le soir je reviens chercher mes pancartes, parce que des destructeurs, copains de Macron et je ne sais quoi, viennent tout détruire. Hein, on a une espèce d'estanco, c'est une espèce de radeau de la Méduse, qu'on a réussi à construire. D'abord on a été sur la terre pleine, et puis à Noël, on s'est dit qu'il faudrait peut-être mettre quand même des bouts de bois, des palettes par terre. Puis un petit peu après, on a fini par faire une espèce de hue avec des banquettes. Et tous les 3 jours, il y a des petits brigands, on ne sait pas bien qui c'est, qui détruisent tout et on reconstruit tout, sans détruire les gens. Et
je peux vous assurer que les gens qui sont là-bas, donc je les connais, puisque j'ai acquis, disons, une réputation, puisque je suis la personne la plus âgée qui, effectivement, est là tous les jours. Donc, je connais bien ces gens, c'est des gens courageux, beaucoup travaillent, quelques-uns sont au chômage, effectivement, hein, mais la plupart travaillent, et ils travaillent dur, hein, et ils travaillent, monsieur, plus de 35 heures, d'après ce que j'ai pu entendre. Il y a d'ailleurs 2 livres. Il y a d'ailleurs 2 livres qui sont sortis, je vous les signale. Ça s'appelle La Vague Jaune, qui est spécifique du rond-point de Crolles, hein, puisque c'était un fait écrit sur 5 mois. Il y en aura peut-être un suivant. Et il y a la ligne jaune qui vous permet, là, la ligne jaune dit le grand mouvement et les grandes lignes du mouvement, et le nôtre analyse plus l'aspect social, l'aspect des gens qui sont sur ce rond-point. Il y a 50 témoignages. Et quand on lit les témoignages, on dit ces gens, ils ont une vie terrible. La moitié de ces gens sont, et je le regrette, ce ne sont pas des Français de souche, hein, ce sont des Français qui ont un grand-père ou un père qui est arrivé en France, parce que la France était le pays de la liberté. Hein. Et aujourd'hui, justement, ils viennent parce que leurs parents leur ont dit la France c'est fantastique, et ils ont une image de la France qu'ils veulent garder, et que les Français, justement, qui ont peut-être vécu dans un espèce de no man's land gentil, etc., l'ont oublié, hein, et eux, ils n'ont pas oublié. Alors, je pense que on dit beaucoup tout ce qu'on dit à la télévision. Moi, on voit bien que vous écoutez la télé. Hein. Allez donc sur le rond-point. Allez. Et oui, maintenant, il n'y avait pas que ça. Depuis 1 an, vous avez un rond-point là-bas. Vous pouvez les voir tous les soirs. Et le mercredi soir, on a une assemblée générale le mercredi soir. Et tout le monde peut venir. Et le samedi à midi, c'est la grande fête, c'est la bouffe. Alors c'est ce qu'on dit, ce qui est faux. Ah bon? Hier, c'était l'anniversaire. Oui, tout à fait. Et il y en a. Et alors, ce qu'on dit, c'est qu'on dit ce qui est faux. Hein, ce qui est faux. Alors venez sur un rond-point, venez sur ce rond-point, parce que vous avez la chance, justement, vous les Français, aujourd'hui, nous, on a la chance de pouvoir avoir un mouvement qui est là tous les jours et qui ne détruit pas, contrairement à ce qu'on vous a dit, c'est faux. Il y a quelques crapules qui sont liées et qui sont envoyées par Macron et par les bandes, mais effectivement qui détruisent, ça c'est vrai. Ils veulent quoi exactement? Pour l'instant, je termine. Voilà. Et des choses que vous ne saurez jamais avec la télé, on dit que c'est pas structuré, etc. On a une structure départementale et on a une structure nationale. On a eu 4 réunions nationales que personne ne sait, hein, une à Saint-Nazaire sur la côte, une dans le nord à Mont-Célimine, une à Montpellier dernièrement, et puis une en Meurthe-et-Moselle. Hein. Il n'y a que 4 personnes au maximum qui peuvent y aller, sur les ronds-points. Hein. On était jusqu'à 800 personnes, et il n'y a que 4 personnes. Et en plus, les ronds-points, les gens de ronds-points n'ont pas de sous, c'est des pauvres. Et donc, quand il faut faire 1000 km pour aller là-bas, il y en a des ronds-points qui ne peuvent pas y aller. Et donc, tous ces ronds-points se réunissent, discutent des grandes lignes et renvoient l'information. Il n'y a pas, justement, on ne veut pas de chef pour l'instant, hein, c'est en train de s'organiser parce que justement, on ne veut pas être récupéré. La démocratie comme ça n'a aucun intérêt. Hein, et il y a un grand système de réflexion parce qu'on fait des expositions sur la retraite. Si vous êtes intéressé, vous venez, il y en a encore un prochainement. Hein, c'est une personne qui a 36 ans de boulot dans les retraites, hein, qui a été confirmé, son travail a été confirmé par la société de je ne sais pas quoi, dernièrement, hein, qui confirme exactement ce qu'elle dit. La retraite, ça va être une catastrophe pour les jeunes. Hein, ça, c'est garanti. Hein. Bon, mais on fait des trucs sociaux sur la municipalité, sur l'écologie. Moi, je suis en train de faire quelque chose qui, je pense, je suis venu pour ça, sur la PMA, la GPA, c'est-à-dire, je vais beaucoup plus loin que ça. Je commence en 1800 avec les eugénisme, et je vais jusqu'à l'euthanasie, en passant par la PMA, le consentement conditionné, etc. etc. Hein, et je suis en train de mettre ça. Merci de ce témoignage. Ils m'ont accepté. Il est veilleur depuis 2012. Très bien. Ils m'ont accepté depuis. Pour répondre un peu à monsieur, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce serait spécifiquement français, parce que ça tient à un tempérament français, pourquoi pas, et surtout,
Ne serait-ce pas parce que la déstructuration sociale en France est particulièrement accentuée par rapport à d'autres pays. La brutalité de la désertification des campagnes est absolument extraordinaire. Qu'on n'a peut-être pas en Allemagne, en Italie, en Espagne. En Espagne, il y a très peu de villages. Il y a surtout énormément de villes moyennes, et puis on traverse des espaces absolument désertés. J'en sais rien, je me pose la question. Et puis, il y a peut-être, depuis très longtemps, une habitude française de se manifester. Alors, pour revenir à l'actualité quand même, et à votre témoignage, monsieur, ce qui est aussi très, très encourageant et très intéressant, c'est de rentrer dans le réseau qui se constitue pour obtenir l'inscription du référendum selon l'article 3 du préambule de la Constitution, de manière à ce que ce recours au référendum soit beaucoup plus facile, localement et régionalement. Et donc là, je vous invite tous à rejoindre ceux que ça intéresse, je peux d'ailleurs les contacter, mais il faudrait qu'on soit à peu près 28 000 à intervenir en février 2020 auprès des parlementaires d'une part et des préfets et puis des pouvoirs publics pour essayer justement que soit instruit une demande de modification de la Constitution pour qu'on puisse utiliser cet article 3 et faire triompher le référendum d'initiative citoyen. Et donc c'est quelque chose qui est juridiquement possible. Est-ce que politiquement ensuite on y arrivera? Ça c'est moins sûr. Mais en tout cas, moi ce que je trouve admirable, c'est le fait que justement les Gilets jaunes aient été capables de générer cette organisation-là. C'est inouï. Enfin, on m'aurait dit ça il y a un an et je n'aurais pas cru. Or je vois que ça marche bien, que les gens avec lesquels je suis en relation sont des gens honnêtes, sont des gens qui me... Voilà, avec lesquels je peux discuter. Mais une chose remarquable, c'est qu'on a des gens de droite et d'extrême droite Absolument. et d'extrême gauche, et on discute. Et voilà, et ça traverse les sensibilités. Mais on discute, c'est ça. Donc là, on recrée la France, on recrée une connexion avec les syndicats, avec les gens des hôpitaux, on est partout actuellement. Enfin, on essaie d'être partout pour montrer qu'on est pour qu'on arrête ce qui est en train de se passer, d'écraser complètement les classes moyennes et puis les classes en dessous. Et l'Église, or il existe, les Gilets jaunes catholiques, on ne les voit pas. Où sont-ils? Il y en a beaucoup qui existent, mais je sais. ça peut mais sortir ici, dans la région, moi, j'en ai jamais vu. Il y a Monseigneur Gignoux qui est allé, qui est l'évêque de Montauban, et C'est allé son où il témoignage fait la messe. à l'Observatoire Ouais, sociopolitique il avait à pas la son- Sainte-Baume, le mois de septembre. Et quand on lui a demandé s'il était venu les bénir, il a dit non, c'est de l'agneau, ça vous réchauffera. Par contre, il les a bénis aussi. Et Parce que je le connais bien, j'ai donc aussi. Oui, bah d'accord. Ouais, c'est un copain, C'est un sacré témoignage. Hein, un c'était- copain de collège chez les Gèzes à Avignon, D'accord. il était de Château-Renard. Nadia, tu voulais... Oui, juste deux observations. C'est vrai que c'est un mouvement qui a contribué à la panique dont vous avez parlé à plusieurs reprises. Il fallait à tout prix le discréditer. Alors pour le discréditer, on a envoyé les Black Blocs. Et dernièrement, cette semaine, Bruno Gollnisch a tweeté pour dire on peut arrêter les gilets jaunes, on peut faire des perquisitions chez eux, on peut les mettre en garde à vue, on peut les assigner au tribunal, on peut les condamner, etc. Et les Black Blocs, c'est curieux, on ne les attrape jamais. Alors il y a quand même quelque chose de bizarre. Il n'y a eu que 29 arrestations. Voilà. C'est Alors, quand même extraordinaire. la deuxième chose, c'est une vidéo qui a été faite par Pierre Cassin, que vous connaissez peut-être, et qui fait remarquer que il appelle ça le vérolage des Gilets jaunes par l'extrême gauche a permis de sauver Macron. Et il explique en une plus courte vidéo qui fait moins de 10 minutes comment le fait que l'extrême gauche, la France insoumise, se soit emparée du mouvement a contribué aussi à les discréditer. D'ailleurs, pour ceux qui étaient dans les manifestations qui ont eu lieu à Grenoble, vous avez pu remarquer qu'au début, on pouvait
on pouvait arborer le drapeau français, le drapeau dauphinois, etc. Mais plus ça a été vers la fin, plus les antifas, l'extrême gauche grenobloise, nous a réprimés. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de jeunes qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont été manifestés dans le Nord-Isère, parce que dans le Nord-Isère, il y avait beaucoup plus de liberté, alors que dans l'agglomération, tout était beaucoup plus verrouillé par l'extrême gauche locale. Oui, réprimer, ça veut dire réprimer. Ah ben, on te met sur le côté, on essaye de te prendre ton drapeau, on essaye de te... Voilà. Alors moi, ils n'ont pas osé trop le faire, compte tenu de mon âge. Dans le pantalon, hein, ils mettent les mains, hein, pour trouver si on n'a pas un masque en plastique pour se protéger du visage. Hein. Oui, mais c'était vraiment... Et après, à la fin de l'année, on était 200, on était stockés, il y avait 400 CRS armés autour de nous. Ils nous ont bloqués pendant 1h30. Et ben, ils sont partis. Les gens, ils approchaient, ils partaient, évidemment. Quand on voit 400 mecs, alors il y avait, je ne sais pas combien de camions, 40 ou 60 camions qui étaient là, tout le long, et on était complètement coincés. On ne pouvait pas sortir. Hein, et on nous visitait corporellement. Hein. Les seins pour les bonnes femmes, les pantalons, les slips pour les... tout. Ce que je vous propose, c'est peut-être, il est 9h30, c'est qu'on continue nos échanges.